Bien, voilà, Monsieur Naoum ayant un empêchement, donc je le remplace à pied levé. Donc j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de préparer ma présentation, mais effectivement, lorsque je présente des projets de bilan de sociétés d'exercice libéral, de société holding ou de société civile, moi j'ai un outil qui m'est extrêmement utile, qui est le compte courant associé, et bien souvent le médecin, le chirurgien dentiste ou le vétérinaire qui est en face de moi est perplexe et a du mal à suivre. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord parler de ce que vous connaissez, c'est-à-dire le BNC, et ensuite voir quelles sont les complications, mais aussi quelles sont les opportunités que vous avez lorsque vous gérez tout ou partie de votre patrimoine, soit au travers d'une CELARL ou d'une micro-holding ou d'une SCI. Quand vous êtes en BNC, c'est relativement simple. Pour simplifier, vous avez un compte bancaire professionnel et un ou plusieurs comptes bancaires privés. La particularité de la fiscalité des BNC, c'est-à-dire une comptabilité recettes-dépenses, c'est que les mouvements financiers entre le compte professionnel et le compte privé sont neutres au point de vue fiscal. C'est-à-dire, quand un BNC transfère un excédent de trésorerie de son compte professionnel BNC sur son compte privé, fiscalement, il ne se passe rien. Au point de vue comptable, même dans des comptabilités BNC, il existe un compte qui s'appelle le compte 108. C'est le compte de l'exploitant. Mais en réalité, quand on regarde la comptabilité d'un BNC, on ne parle très rarement du compte de l'exploitant. Voilà. Donc, si vous voulez, un BNC, les mouvements financiers entre son compte professionnel et son compte privé n'ayant aucune conséquence, on n'en parle pas parce que ça n'a aucune conséquence. Alors, et bien évidemment, dès que ce BNC, profession libérale, est convaincu des bienfaits de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, eh bien, il change de cadre. Alors, évidemment, il conserve toujours son compte privé pour couvrir son ou ses comptes privés, pour couvrir ses dépenses personnelles. C'est bien évident, puisqu'il n'est pas recommandé de payer directement avec le compte professionnel ses dépenses privées. Ça alourdit la comptabilité pour rien. Donc, vous avez la CELARL. Donc, la CELARL, ce qui caractérise la CELARL, la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, au niveau comptable, ça s'appelle la comptabilité d'engagement. Évidemment, la CELARL a son propre compte bancaire. Et d'une certaine mesure, le compte bancaire de la CELARL joue, dans une très large mesure, le même compte que le compte bancaire professionnel dans le BNC, puisque c'est par le compte bancaire de la CELARL que vont transiter toutes les recettes de la profession libérale, et également, c'est par le compte bancaire que l'on va payer les différents frais de personnel, fournisseurs, etc., etc. Dans les rapports du libéral et sa CELARL, on peut dire que le compte 108 qui existait au niveau comptable, mais dont on ne parlait presque jamais dans la comptabilité BNC, va se dédoubler en deux comptes comptables. Vous avez un compte capital.
le compte capital, c'est en principe l'argent qu'on met dans la société au moment du démarrage et que, éventuellement, il peut être augmenté ultérieurement si on décide de faire des apports, d'incorporer des réserves, etc. Et la deuxième subdivision, c'est le fameux compte courant d'associés. Le compte courant d'associés, en définitive, c'est un compte qui va retracer toutes les relations financières entre le libéral, personne physique, et sa société. Il va fonctionner peu ou prou comme un compte bancaire. Bon, quand vous avez un compte bancaire, il y a deux colonnes, débit, crédit. Donc, sur votre compte courant d'associé, il va y avoir également deux colonnes, débit, crédit. Bon, au débit, c'est comme au début de votre compte bancaire, vous avez tous les retraits que vous faites ou les chèques que vous payez à différents fournisseurs. Au crédit, dans un compte courant d'associé, les deux sources, c'est d'abord la rémunération de gérance et ensuite les dividendes. C'est-à-dire que dans cette façon d'organiser, les opérations entre le compte privé passent par l'intermédiaire d'un compte courant d'associé. Alors évidemment, c'est des notions comptables. Je fais des cours d'initiation à la comptabilité. Je sais qu'au début, c'est très difficile de bien percevoir les notions débit et crédit. Et puis, c'est la technique, ça peut être aussi très ennuyeux. Disons, voilà un peu ce que j'essaie d'expliquer et j'aimerais bien, pour orienter mes explications, que quelqu'un se dévoue pour poser une question. Alors, le problème n'existe pas. Alors, si vous voulez, c'est un compte. La seule différence qu'un compte bancaire, on peut avoir un relevé de compte tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, assez souvent. Bon, si votre comptabilité de la CELARL était mise à jour tous les jours, vous pourriez avoir une mise à jour de votre compte courant d'associé tous les jours. Bon, dans la pratique, on sait très bien que dans une CELARL de profession libérale, il n'y a pas vraiment une nécessité ni un intérêt de mettre à jour votre comptabilité souvent. Donc, je veux dire que souvent, un trimestre, c'est déjà pas mal. Bon, minimum, c'est 1 an. Bon, mais enfin, disons que entre mise à jour trimestrielle ou annuelle, ça veut dire que vous n'avez pas un papier, si vous voulez. Ça, j'ai bien compris que le fait que votre compte courant ne soit pas matérialisé par un papier comme la banque matérialise votre compte courant, ça, c'est un élément qui perturbe. Oui, c'est l'écriture, mais simplement, la banque, par définition, elle est obligée de mettre à jour ses comptes tous les jours pour voir, parce qu'à n'importe quel moment, le client peut retirer de l'argent, il peut se présenter des chèques, etc. Bon, dans le compte courant d'associé d'une CELARL mature, bon, il y a 2 ou 3 opérations de crédit, je ne parle pas des petites régularisations. On peut comptabiliser, on pourrait comptabiliser la rémunération de gérance tous les mois, mais ça ne présente pas d'intérêt, donc en général, on passe une écriture par an. Et les dividendes, en général, on les passe une fois par an. Donc ça veut dire que le crédit du compte courant d'associé, pour simplifier et schématiser, il y a 2 écritures. Rémunération de gérance, dividendes. Ensuite, les débits, donc les retraits, c'est en fonction des prélèvements dont a besoin le gérant pour vivre. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce qu'on peut en faire ce qu'on veut? Alors, oui. Oui, on peut en faire ce qu'on veut. Bon, et dans la mesure où vous êtes dans une société à l'IS, le solde, il vaudrait mieux qu'il soit créditeur ou au pire égal à 0. En principe, vous ne pouvez pas emprunter, sauf pour des questions très courtes, durée. Enfin, donc le solde doit être en principe créditeur ou 0. Bon, l'intérêt, si vous voulez, de la société d'exercice libéral, c'est de faire un lissage. Or, si le gérant
a un compte courant d'associé créditeur. Et s'il a besoin exceptionnellement de faire des prélèvements, c'est clair que ça lui permet de relever le cash dont il a besoin sans remettre en cause sa stratégie, soit de rémunération ou de dividende. Tandis que si vous avez un compte courant d'associé qui est à zéro, et que pour une raison diverse, vous devez faire un prélèvement exceptionnel de 30 000 ou 50 000 euros, pourquoi pas? Vous pouvez le faire, mais si votre compte courant est à zéro, il faut prévoir comment vous allez alimenter votre compte courant. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous augmentez votre rémunération de gérance. Si vous augmentez votre rémunération de gérance, vous augmentez votre assiette imposable aux cotisations sociales à l'impôt sur le revenu. Et on a vu que sous certaines conditions, il valait mieux distribuer des dividendes pour autant que les dividendes ne dépassent pas 10% du capital social. Donc, il y a effectivement des contraintes. Mais si un compte courant présente un solde créditeur, c'est quand même une certaine sécurité, une garantie pour le libéral, parce qu'il peut prélever de l'argent sans remettre en cause sa stratégie. Voilà. C'est vous qui, d'une année sur l'autre, faites en sorte que ce compte courant d'associé, Exact. créditeur, est de plus en plus important. Alors, c'est exact. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'ai constaté, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer de très nombreuses professions libérales, en général, lorsque les professions libérales sont en BNC, je ne veux pas généraliser, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte vraiment de l'argent qu'ils prélèvent et qu'ils dépensent. Ils ont un compte courant bancaire professionnel positif. Ça ne sert à rien de laisser gonfler son compte professionnel. Donc, ils prennent l'argent, ils dépensent. Et en plus, si vous voulez, lorsqu'il y a des prélèvements et qu'ils dépensent, ça n'a aucun impact sur la fiscalité du BNC, puisque les BNC, c'est recettes-dépenses externes. Alors, effectivement, dans le contexte de la CELARL, une des premières difficultés que j'ai, c'est d'apprécier les besoins de cash pour que le libéral vive comme il a envie de faire. En général, sauf exception très rare, donc je vais évacuer ça, les gens raisonnables et responsables financièrement, au bout de 2 ans ou 3 ans, je me rends compte qu'ils ont un train de vie assez régulier et que d'une année sur l'autre, les prélèvements qu'ils font sont relativement stables, il y a très peu de variations, et qu'au moment de l'entretien annuel, on en profite pour se projeter à l'avenir, et là, à ce moment-là, si le libéral envisage de remettre à neuf sa résidence secondaire, acheter un modeste chalet, etc., on essaie d'intégrer. Bon, une fois que j'arrive à évaluer le train de vie, après, ce que j'essaie, c'est de faire une bonne pesée. Bon, jusqu'à présent, jusqu'en 2008, année où il n'y avait pas de contrainte pour la fixation des dividendes, je trouve que la bonne pesée, c'était d'alimenter le compte courant d'associé, on peut dire 50% rémunération de gérance majoritaire et on peut dire 50% de dividendes. Bon, c'était un équilibre qui me paraissait satisfaisant et qui me paraissait toujours satisfaisant. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a l'entretien annuel de clôture des comptes, j'essaie de proposer, parce que bon, je propose quand même, c'est pas moi qui décide en intimement tout, un montant de rémunération de gérance majoritaire et j'anticipe un dividende de façon qu'il y ait toujours une certaine marge de sécurité. Bon, c'est vrai que dans certains cas, le compte courant est à zéro ou presque à zéro. Bon, ça, c'est pas grave. Mais dans la mesure où le contexte est favorable ou s'y prête, je pense que d'avoir,
au début d'un exercice, d'avoir dans un compte courant d'associés, disons environ 6 mois de train de vie, pour moi, c'est un élément de souplesse très intéressant. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même un élément de souplesse intéressant. Avoir très largement plus de 6 mois de train de vie au crédit du compte courant, ça ne paraît pas nécessaire parce que ça veut dire que l'on génère des assiettes imposables, soit au niveau de la rémunération de gérance majoritaire ou au niveau des dividendes supérieurs aux besoins réels du libéral. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, si c'est clair. Alors je sais que c'est un point que j'ai un peu négligé jusqu'à présent et je me rends compte qu'effectivement la difficulté pour mes clients de suivre l'évolution de compte courant, c'est que ce n'est pas matérialisé. Et c'est vrai que dans la mesure où on matérialise le compte courant, c'est beaucoup plus facile pour le médecin, chirurgien dentiste, le vétérinaire, etc., de bien comprendre le mécanisme du compte courant. Ça veut dire que ça donne aux clients en fait des espaces de liberté. Oui. Fiscalement, Oui. que les sommes soient dans le compte courant d'associés ou qu'elles soient prélevées sous forme de revenus de gérance ou d'un petit dividende, il y a exactement parce qu'il n'y a aucune différence. Ben, si votre compte courant fonctionnait à zéro, il n'y aurait aucune différence. Mais dans la pratique, la plupart du temps, les comptes courants ne fonctionnent pas à zéro. Je vous dis, moi, je pense que c'est mieux de laisser un solde créditeur qui représente, disons, environ 6 mois de train de vie d'avance. Oui, mais pour alimenter le compte courant d'associé, vous l'alimentez avec des revenus de gérance. Oui. 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 Donc que ça sorte ou que ça reste dans le compte, ça changerait? Ben, si ça change, parce que à l'extrême limite, bon, vous prélevez de l'argent parce que vous avez besoin pour vivre. Bon, à l'extrême limite, c'est votre droit, si vous voulez. Maintenant, si vous prélevez de l'argent, si vous rappelez de tout ce que vous prélevez, ça sort de la bulle et donc c'est fiscalisé. C'est fiscalisé. Donc votre intérêt, c'est de prélever ce dont vous avez besoin pour vivre comme vous l'estimez, mais ça ne sert à rien de sortir, mettons, 250 000 euros si vous vivez très bien avec 100 000 ou 150 000. Mais voilà. Mais si ça ne sort pas et que ça passe dans le compte courant d'associé, fiscalement, ça revient où? Si vous voulez, fiscalement, quand votre compte courant d'associé est crédité, vous êtes censé avoir appréhendé le revenu. Donc, ça peut être intéressant, si vous voulez, dans une stratégie de lissage des résultats de la CELAR. Là. Donc, à l'extrême limite, on peut considérer qu'à un moment donné, pour des raisons diverses, vous n'avez pas pris beaucoup d'argent. Bon, récemment, j'ai vu quelqu'un qui avait hérité de sa maman qui venait de décéder. Bon, c'est clair que s'il vit sur le cash qu'il a hérité de sa mère, il va moins prélever de l'argent de sa CELAR. Mais à l'extrême limite, à supposer qu'il ait vécu pendant 1 an sur le cash qu'il a reçu en héritage, c'est pas une bonne stratégie de dire cette année je vais prendre une rémunération de gérance de 0. Je vais mettre, mettons, 30 000 euros, 45 000 euros de rémunération de gérance. Bon, que sur l'année, il n'est pas pris, c'est pas grave. Ça va être fiscalisé cette année-là et il pourra le prendre les années suivantes. Donc, si vous voulez, le compte courant, c'est aussi un outil qui permet de compléter le lissage, soit de la fiscalité de la société ou soit de la fiscalité du gérant. Il a un coût fiscal. Il y a un coût fiscal, oui, c'est pour ça que le compte courant, à l'extrême limite, si je vois qu'un compte courant augmente, c'est peut-être parce que, compte tenu de la façon de vivre du gérant, on a déclenché des revenus excessifs. Et donc, à ce moment-là, je vais diminuer les années suivantes, donc, si vous voulez. C'est pour ça qu'au moment de l'entretien du bilan, certes, on va faire l'histoire des 12 mois qui est passé, mais aussi il faut anticiper ce qu'on va faire.
il faut anticiper ce qu'on va faire de façon, en fait, de lisser les rémunérations, les dividendes. Et donc, dans le lissage, le compte courant, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Mais les dividendes se distribuent une fois par an. Oui. Ensuite, on peut lisser par la rémunération des gérants. Non, mais si vous voulez, pour moi, si vous voulez, quand vous êtes actionnaire de Lafarge ou BNP Paribas, Société Générale, vous recevez les coupons une fois par an. D'accord? Ça, c'est vrai. Vous n'allez pas refuser. Bon, quand vous êtes en CELAR, seul associé, pour moi, distribuer un dividende, c'est passer une écriture comptable. Je crédite votre compte courant. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'argent tout de suite. Vous pouvez le prendre un 10e ou un 12e tous les mois, par exemple. Donc, si vous voulez, dans une CELAR, pour moi, distribuer des dividendes, c'est passer une écriture comptable. Après, vous prenez l'argent. Si vous avez besoin de l'argent tout de suite, vous le prenez. Et quand vous écrivez, quand vous faites l'écriture, vous mettez un chiffre. Oui, mais c'est... Vous avez anticipé sur un an, à savoir oui. Oui, mais c'est pour ça, je vous dis que, bon, en général, pour des dossiers que je suis, dans l'immense majorité des cas, j'ai en face de moi des gérants qui sont responsables financièrement, et c'est très rare que le train de vie varie de façon très importante. Donc, si vous voulez, la plupart des gens, quand je vois des gens qui sont en BNC, si je leur pose la question « Combien vous avez besoin pour vivre ?», les gens ne savent pas me répondre. Peut-être sur plusieurs centaines, j'en ai eu un ou deux qui m'ont dit « Ah, mais moi, c'est très simple, le 1er janvier, je sais au centime près ce que je vais dépenser dans l'année. » Oui, j'en ai vu 2 ou 3. Mais la plupart des gens, quand vous leur dites « Combien vous avez besoin pour vivre ?», les gens vous regardent des yeux comme ça, ils ne savent pas. Bon, ils ont de l'argent, cet argent est disponible. Ils prennent ou ne les prennent pas, ça n'a aucune conséquence immédiate à court terme. Voilà. Alors, ça, c'est pas ricochet. Bon, si vous voulez, c'est intéressant ce que vous me dites. Parce qu'au début, moi, j'ai vu dans la CELAR uniquement un outil d'optimisation fiscale. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que la CELAR avait d'autres vertus que l'optimisation fiscale. Et beaucoup de mes clients me disent « Ah, maintenant que je suis en CELAR, j'y vois plus clair dans mes comptes. J'ai une séparation très nette entre ce qui est privé et professionnel. » Ça c'est et les gens, ça les rassure. Bon, ça c'est un point. Ensuite, je m'aperçois que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui est relativement bien accepté et que ça ne pose pas de problème. Ça ne les gêne pas, les gens. Effectivement, s'ils paient plus d'impôts sur les sociétés, c'est que de l'autre côté, leur masse d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales va fondre. Ensuite, les gens, si vous voulez, intègrent, enfin, à force, intègrent, ici, vous êtes un contribuable passif. Quand vous êtes en CELAR, vous n'êtes plus un contribuable passif. Alors voilà 2 petits exemples qui vont vous faire sourire. J'avais un chirurgien dentiste qui voulait s'acheter une Porsche. Pourquoi? Il a tout à fait le droit d'acheter une Porsche après tout. Et puis le dernier cri. Et puis il s'est dit c'est embêtant parce que bon j'ai l'argent dans la trésorerie, je n'ai pas besoin d'emprunter. Mais il avait compris ce que je lui avais dit. Mais si je prends de l'argent pour payer ma Porsche, l'année suivante, mon assiette imposable ou des dividendes va exploser. Ben, évidemment. Alors, bon, comme il avait vraiment envie d'acheter sa Porsche, il achetait à 50% avec un copain. Voilà, c'est une petite histoire qui fait sourire. Donc, si vous voulez. Quand vous êtes un contribuable actif, disons qu'il y a des dépenses que peut-être vous auriez fait sans trop réfléchir quand vous étiez en BNC. Quand vous êtes un contribuable actif, vous dites tiens, je vais m'acheter une Porsche. Ok, c'est très bien, j'ai envie de me balader en Porsche.
Mais en fait, il a compris que s'il achetait une Porsche une année, l'année suivante, il allait payer 50% de sa Porsche en impôts et en cotisations sociales supplémentaires. Bon, il s'est dit, c'est peut-être pas la peine, je vais me contenter d'acheter une Porsche à demi. Voilà. C'est l'ennemi des constructeurs automobiles. C'est peut-être l'ennemi. Mais disons que à plusieurs reprises, j'ai eu des clients qui m'ont dit que du fait qu'ils étaient en CELARL et qu'ils maîtrisaient leur assiette fiscale, eh bien, il y a des dépenses qui peut-être ils auraient fait autrefois sans trop réfléchir, qu'ils ne faisaient plus parce qu'ils se disaient, bon, je vais dépenser 20 000 euros pour ça. L'année suivante, ces 20 000 euros, ça va générer 10 000 euros de prélèvement obligatoire. En fait, ma dépense, c'est pas 20 000 euros, c'est 30 000 euros. Oui, ça rend compte. Alors, ils se disent, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 30 000 euros? Ben, s'ils disent oui, ben, ils font. Mais puis, s'ils se disent, après tout, ça ne vaut vraiment pas la peine de dépenser 30 000 euros pour ça, ben, ils font autre chose. Ou ils se contentent de moins. Est-ce que la CELARL a le droit de louer une voiture pour son... Oui, bien sûr. Alors, sauf que, quand même, la CELARL étant une société IS, vous savez que le fisc n'aime pas beaucoup les voitures de tourisme dans les sociétés IS. Ah bon. Il faudrait avoir une, je ne sais pas si ça existe, transformer la Porsche en utilitaire. Hein. Alors, le top, ça serait de transformer la Porsche en utilitaire. Alors, effectivement, si vous arrivez à acheter une Porsche version utilitaire, là, il n'y a pas de sanction fiscale. Vous pouvez amortir, déduire tous les frais, etc., etc. Et puis, vous avez aussi la taxe de voiture de tourisme des sociétés qui est onéreuse. Alors, bon, si vous avez vraiment besoin, ben oui, vous allez avoir une Porsche, vous paierez tout, mais simplement, ça augmente la note. Ça augmente la note. Alors, est-ce que j'arrive à démystifier le compte courant d'associé? Oui, madame. Théoriquement divise en compte capital et en compte courant d'associé. Sur le compte courant d'associé, il faut laisser à peu près 6 mois de train de vie. Mais sur le compte capital, on doit laisser aussi le capital. Donc ça fait deux sommes différentes qu'on doit retrouver sur ton compte professionnel. Alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, je m'aperçois que mes explications portent. Mes explications portent. Donc, si j'ai au passif de mon bilan de ma CELARL un capital, que ce capital est augmenté par un compte courant d'associé créditeur, je dois avoir à l'actif la contrepartie. Alors, la contrepartie, bon, il faudrait avoir un exemple de bilan, je n'en ai pas pris sous le coude. Alors, ça peut être des immobilisations. Bon, dans les professions médicales, il n'y a pas de stock ou très peu de stock, on passe. En principe, les clients sont censés payer comptant, donc il n'y a pas de compte client. Donc, soit vous trouvez l'argent sur la banque, que vous placez ou placez pas, ou soit, si vous avez organisé votre patrimoine dans le cadre donc, si vous avez organisé votre patrimoine de cette façon-là, vous allez trouver à l'actif de la CELARL, en contrepartie du capital du compte courant, vous pouvez avoir des prêts vis-à-vis de la holding ou vis-à-vis des SCI. Donc, actuellement, si j'ai une CELARL qui fonctionne bien et que le libéral, pour des raisons diverses et variées, décide d'investir dans l'immobilier, donc il va créer une ou plusieurs SCI, il achète ce qu'il veut, là où il veut, au prix qu'il veut, il le loue comme il veut, à qui il veut. Et à ce moment-là, comme on a dit que l'argent à l'intérieur de la bulle peut circuler, j'aurai au niveau de l'actif des prêts
de la CELARL faites soit à la société holding, soit à une ou plusieurs SCI. Donc il est évident que quand vous avez un capital dans une CELARL et que ce capital est augmenté par un compte courant d'associé, à l'actif du bilan, vous avez la contrepartie. Ce n'est pas du vent. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Vous avez de la contrepartie, et souvent la contrepartie, ce sont soit des parts de SCI ou plutôt des prêts faits à la holding ou à une ou plusieurs SCI. Est-ce que ces explications, ça vous satisfait? Bon. Est-ce que j'ai dissipé tous les... Ces prêts sont remboursés comment? Alors, en principe, il faut bien admettre que derrière ces entités, il y a une seule et même personne, qui est souvent le gérant de la société. Et on a vu que dans le système, il n'y avait quasiment pas de fin. Et que même au pire, lorsque le gérant prend sa retraite, soit de chirurgien dentiste ou de médecin, ou de vétérinaire, la richesse qu'il aura accumulée, on a vu que ça ne sera pas rare pour certains de mes clients d'avoir accumulé plus d'1 million d'euros. Eh bien, vous allez le transférer à la société holding. Ça veut dire qu'au moment de la fusion de la CELARL avec la holding, les créances vont être transférées. Alors évidemment, si on veut vraiment rembourser, après c'est une stratégie au moment de la création de la SCI. C'est clair que si vous faites une SCI pour investir, mettons 500 000 euros, que vous mettez un capital de 5 000 euros, c'est clair que la SCI ne pourra jamais rembourser son prêt. Bon, le créancier, c'est vous, c'est pas le voisin. Maintenant, si vous voulez avoir une stratégie pour laquelle la SCI arrive un jour à rembourser, si vous investissez 500 000 euros, il faut capitaliser davantage la SCI, et à ce moment-là, on peut raisonnablement espérer, au bout de 10 ou 15 ans, si une SCI arrive à rembourser au bout de 10, 15, 18 ou 20 ans un crédit bancaire, elle peut tout aussi bien rembourser sur la même période un crédit qu'elle a obtenu soit de la CELARL ou de la holding. Mais à ce moment-là, il faut commencer avec une SCI, avec un capital beaucoup plus important que ce qu'on voit parfois. Mais il n'y a pas d'obligation. Non, puisque si vous voulez, bon, c'est un prêt. C'est un prêt. Tant que c'est vous qui êtes créancier. Là, je n'irai pas jusque là. Hein. Il n'y a pas de justification. Si vous voulez, vous êtes dans la liberté de votre patrimoine. Bon, il va bien sans dire que quand je dis prêt, automatiquement, la CELARL ou la holding va facturer des intérêts, ne peut pas prêter de l'argent gratuitement. Mais disons que si vraiment on veut rembourser le crédit de la SCI, il faut le prévoir tout de suite à la création, et à ce moment-là, il faut créer une SCI avec un capital un peu plus important. Et si la SCI peut rembourser la banque dans 12 ans, 15 ans ou 18 ans, eh bien, elle peut aussi rembourser la CELARL ou la micro-holding. Mais actuellement, il n'y a pas de pression, si vous voulez. Bien sûr. Donc, un jour, les loyers de la SCI vont remonter vers la holding. Oui. C'est un moyen de rembourser aussi, je ne sais pas... Oui, dans la mesure où la holding capte les bénéfices de la SCI, c'est une façon interne de rembourser les dettes. Oui, c'est une façon interne. Oui, tout à fait. Mais disons que quand vous empruntez à une banque, vous avez un tableau d'amortissement, et puis c'est mieux quand même de respecter ces échéances. Bon, ici, c'est vous qui êtes le banquier, qui êtes le créancier, donc c'est à votre décision. Mais si vous voulez, à la base, si vous dites, je crée une SCI avec tel objectif et je vais financer, oui, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une volonté à la base, voilà. Mais en réalité, si vous voulez, quand vous investissez dans une SCI,
bon, qu'est-ce que vous visez? Vous visez certainement les revenus procurés par les loyers. Ensuite, vous visez la plus-value. Et puis, on a vu que dans un contexte inflationniste, ma foi, l'investissement immobilier avec un crédit à taux fixe, il n'y a pas pire que ça. Enfin, c'est pas si mal. C'est déjà pas si mal. Alors pourquoi ne pas rester sur cette position-là plutôt que d'aller emprunter à la CELAR? C'est quand même plus intéressant que cette société satellite Oui. qui utilise, disons, le système extérieur plutôt que... Ah mais non, mais attendez, vous n'avez pas d'obligation, si vous voulez, d'emprunter à la CELAR, sauf que, actuellement, mes clients qui ont des CELAR et qui commencent à accumuler du cash n'ont pas vraiment de rendement fabuleux, si vous voulez, des comptes à terme, tout ça. Oui, c'est mieux que de rien toucher, mais ça va pas très loin, si vous voulez. Et d'autre part, si vous voulez, l'extrême limite, bon, si vous voulez supposer que, bon, apparemment, moi j'ai des clients qui sont chanceux, puisque certains empruntent apparemment sans difficulté à 3% ou pas cher. C'est clair que si vous empruntez 3% à l'extérieur et qu'un compte à terme, c'est rémunéré à 1%. Voilà. Bon, mais si vous voulez, votre CELAR, au lieu de prêter à 1% sur un compte à terme, elle peut prêter à 3% à la SCI, donc vous gagnez quand même 2%. C'est la transformation, tout à fait. Oui, oui, c'est la transformation. C'est la transformation. Non, pas forcément. Non, si vous voulez, après, vous pouvez combiner tout. Vous pouvez combiner tout. Bon, actuellement, j'ai des clients, bon, qui sont très prudents et qui disent, bon, je vais investir dans l'immobilier, mais je ne veux pas rajouter de la trésorerie tous les mois, tous les trimestres. Et bon, avoir fait quelques calculs, je me suis rendu compte que si vous achetez un bien immobilier au prix du marché et que vous le louez au prix du marché, les loyers peuvent financer un crédit qui couvre à peu près 70% de votre investissement. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez de la trésorerie, soit dans votre CELAR ou dans votre holding, si vous financez 30% de l'investissement immobilier, en principe, les loyers devraient vous permettre de rembourser l'emprunt qui représente 70% d'investissement. Donc si le libéral a un accident de voiture ou de moto, il n'y a pas de voiture, de moto, ou s'il a un pépin de santé, ça se passe très bien. Voilà. Quel est le différentiel entre, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à un emprunt de 100% sur une SCI qui permettrait de générer une perte que l'on pourrait fiscalement utiliser? Disons que personnellement, je sais qu'il y a des gens qui vendent des produits comme ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Bon, c'est clair qu'actuellement, si vous empruntez 100%, ça m'étonnerait que les loyers vous permettent de rembourser le crédit. Donc ça veut dire que tous les mois, tous les trimestres, vous devrez rajouter la trésorerie. Il faut savoir d'où elle vient, cette trésorerie. Voilà. Bon, alors, si vous voulez, je ne suis pas hostile à l'emprunt, parce que je pense qu'à très long terme, les gens s'y retrouvent, mais je ne suis pas non plus, je ne pousse pas les gens à emprunter dans des conditions totalement déraisonnables. Bon, il faut emprunter, certes, mais il faut aussi être capable de rembourser dans des conditions normales, et que, disons, vous empruntez 100% et tous les mois, vous devez rajouter, parce que la trésorerie de la SCI est négative. Oui, c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment ça? J'en suis pas convaincu. Hein. Et alors, les 30%, les prendrez-vous Les 30%, soit vous avez du cash dans votre CELAR, soit vous avez du cash dans votre holding. Voilà. Oui, mais à l'extrême limite,
Elle serait bibite. Si vous avez supposez que vous voulez faire un investissement d'1 million. Ça voudrait dire que vous avez 300 000 € de cash disponible dans votre patrimoine privé. C'est pas cohérent avec ce que j'essaie de mettre en œuvre. Dans ce modèle, la SCI reste dans le patrimoine privé. Alors la SCI, il y a la nue propriété des parts qui est dans le patrimoine privé et l'usufruit qui est dans la bulle. Voilà. Justement, pour faire du cash, vous m'avez conseillé de vendre des propriétés. Alors, dans le montage initial, il y a que l'usufruit qui est renouvelable à perpétuellement qui va dans la holding. Si on vend la nue propriété également, c'est la toute SCI est dans la holding. Vous vendez la nue propriété à qui? Moi, qui suis propriétaire de la nue propriété, je vends aux holding. Oui, parce que on s'est mis dans un contexte particulier. C'est le contexte du gérant qui part à la retraite, qui veut... les caisses de retraite ne vous proposent pas des miracles, il me semble. Bon, qui vous voulez maintenir votre train de vie. Donc, vous avez une holding qui a capitalisé. Bon, vous dites, je peux distribuer des dividendes, ça va me coûter tant. Et puis, moi, je vous dis, d'accord, si vous vendez des nues propriétés de parts, ça vous coûte rien. Mais à un moment, il y a un choix. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. La SCI étant entièrement dans le holding, après se pose le problème des plus-values, puisqu'on est dans une SCI à l'IS. Oui, non, mais si vous voulez, dans chaque choix, il y ait une hiérarchie de priorité. Dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai hiérarchisé le train de vie le moins fiscalisé possible, à court terme. Bon, ça veut dire que vous avez très bien compris, si vous hiérarchisez votre priorité d'avoir du train de vie défiscalisé à court terme, ça veut dire qu'à moyen ou à long terme, vous êtes en train de construire des plus-values taxables, c'est vrai. Mais c'est un choix, si vous voulez. C'est un choix, si vous, soit vous voulez privilégier le court terme ou le long terme. Voilà un exemple. Bon, récemment, j'ai reçu un pharmacien. Un pharmacien qui exerce dans une SARL de famille. Donc, ce pharmacien est à la fiscalité IR. Il a emprunté pour acheter sa pharmacie. Étant dans la fiscalité IR, c'est plus ou moins un BNC. Et donc, il paie des impôts et des cotisations sociales sur le remboursement du capital. Bon, pour moi, c'est pas tellement terrible. Bon, et il me dit, je fais ça. Alors, il a 40 ans. Il me dit, je fais ça pour préserver l'exonération de ma plus-value quand je vais vendre. Je lui ai dit, écoutez, moi, il y a un truc qui me gêne. Aujourd'hui, vous surpayez des impôts et des cotisations sociales. Vous avez 40 ans. Ça veut dire que vous risquez de vendre votre pharmacie dans 20 ans ou 25 ans. C'est illusoire. C'est pas parce que si vous vendiez aujourd'hui, votre statut vous permettrait de vendre avec un minimum de plus-value. Si vous voulez, pour moi, cet arbitrage était aberrant. Parce que pour se préserver une faculté de vendre sans plus-value ou dans des plus-values plus favorables, mais dans 20 ans ou 25 ans, franchement, c'est illusoire de croire. Donc, si vous voulez, moi je lui ai dit qu'il valait mieux passer à l'IS tout de suite et qu'il verrait bien dans 20 ans ou 25 ans quel est le régime fiscal des plus-values, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est un mauvais arbitrage. Si vous voulez, quand vous faites un arbitrage, soit vous privilégiez le court terme, le moyen terme ou le long terme. Donc, dans l'hypothèse qu'on a vue ce matin, je privilégiais le court terme. Et après tout, vous pouvez dire, tout compte fait, ma holding est tellement chère, est tellement riche, pardon, je peux payer des impôts plein pot et je continue à conserver mes plus-values exonérées pour mes enfants. Mais même, c'est même pas ça, parce que tôt ou tard, votre patrimoine va être transmis à vos enfants et on sait très bien qu'une donation ou une succession écrase les plus-values. Donc le jour où vos enfants sont hérités, ils vont redémarrer à zéro
en matière de plus-value, si vous voulez. Je pense que compte tenu de l'instabilité de la législation fiscale et sociale en France, moi je crois qu'il vaut mieux privilégier les solutions qui sont économiques à un horizon court, horizon 2, 3, 4 ou 5 ans, et viser des économies plus tard, dans 15 ans ou 20 ans, c'est illusoire, parce que personne ne peut vous dire raisonnablement qu'est-ce qui va se passer. Oui, on peut vous dire aujourd'hui, si vous avez acheté un bien il y a 15 ans ou 20 ans, on peut vous dire la fiscalité qui est applicable aujourd'hui. Mais si vous achetez un bien aujourd'hui, personne ne va vous dire quelle va être la fiscalité applicable dans 20 ans ou 25 ans. Donc, moi, je privilégie le court terme, j'applique l'adage, il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Alors voilà, enfin, moi c'est ce que je dis, je n'ai jamais la prétention de décider ou de choisir à la place de mes clients. Alors si, par ces quelques propos, j'ai permis de démystifier le compte courant, eh bien écoutez, j'espère que je n'ai pas perdu mon temps. Voilà. Je vous remercie.